Allianz Riviera, c'est le théâtre du premier match de préparation du 15 de France dans la perspective de cette Coupe du Monde au Japon qui démarrera par un match face à l'Argentine. Bienvenue sur la page Facebook de Rugbyrama avec Nicolas Zanardi et Simon Balzer, les spécialistes midi olympique qui ont suivi toute la préparation du 15 de France durant cet été. On va évidemment parler de la composition que Jacques Brunel, le sélectionneur, a réservée pour ce premier match de préparation. Si vous avez des questions, évidemment, Nicolas et Simon sont là pour y répondre. Ils vont essayer évidemment d'y répondre et on va essayer de vous éclairer au maximum avant ce coup d'envoi qui sera donné à 21h. D'abord, on va évidemment revenir un petit peu sur cet été. Nicolas, tu étais notamment à Monaco, au Cap d'Agde, pour un des premiers stages après la période Marcoussis. Un stage où visiblement les joueurs ont transpiré, ont sué sang et eau. On a dit évidemment avec l'arrivée de Fabien Galtier et on a répété cette volonté de travailler à très haute intensité sous la chaleur pour reproduire le climat que les Bleus vont retrouver au Japon. Raconte-nous un petit peu cette préparation et la difficulté qu'a été celle des joueurs d'encaisser cette préparation. On a sorti une préparation clairement qui était en opposition totale en fait avec celle de 2015, avec la fameuse image des watt bikes que tout le monde a retenu. Là on a eu une approche complètement différente de la part de Thibaut Giroud, avec beaucoup de courses, beaucoup de moments passés sur le terrain, dans le but de gagner un maximum de temps pour répéter les fameux mouvements, les fameux systèmes de jeu qu'on essaiera d'entreapercevoir ce soir. Et le but était, oui, d'essayer de gagner un maximum de temps par rapport à la répétition de ces systèmes, tout en travaillant énormément la course, en travaillant le déplacement, parce que Fabien Galtier, en tant que consultant à l'époque pour un grand journal français, s'était souvent fait l'écho qu'il s'agissait d'un manque criant pour l'équipe de France, qu'on a nous aussi très souvent déploré. Et ben voilà, c'est le grand jour. On va voir un petit peu si les Bleus sont parvenus à combler cette lacune en 2 mois maintenant de préparation contre l'Écosse. Voilà, on attend à ce que ça court, on attend à ce que ça joue, on s'attend à avoir un peu de spectacle malgré tout, même si on sait que quelques ballons vont tomber. Et on est forcément enthousiaste, comme on l'est à chaque fois avant une Coupe du Monde, parce que tous les compteurs sont à chaque fois remis à zéro et on espère forcément le meilleur. Nicolas, raconte-nous un petit peu la difficulté de cette préparation. On a vu, Jacques Brunel a rencontré quelques difficultés à composer son équipe pour affronter l'Écosse dans le cadre de ce premier match de préparation. Ça veut dire qu'il y a eu des joueurs quand même qui ont eu énormément de difficultés à encaisser cette préparation. On sait que Maxime Machnou est un petit peu blessé, on sait que Yacouba Camara, Wenceslas Loret, malheureusement Geoffrey Numéro qui a déclaré forfait jeudi définitivement pour le mondial. Raconte-nous un peu les joueurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, quelle confidence t'ont-ils fait par rapport à cette préparation? C'était assez terrible parce que je me souviens en voyant mon premier entraînement à Monaco, mercredi, mais je survivrais même pas à l'échauffement. C'était terrible. On a vu des joueurs vomir après les entraînements, on a vu les mecs perdre 4-5 kilos, on a vu des joueurs vraiment marqués physiquement, toujours au point de rupture, toujours avec des petites tensions musculaires. Voilà, il y a eu des forfaits malheureusement, il y a eu énormément de travail aussi de musculation qui est toujours lié à ce travail-là, parce qu'on essaie de bosser l'aérobie, on bosse aussi la musculation. Ce qui fait que quand on a attaqué le contact, les premiers contacts ont été très durs. Voilà, Guillaume Guirado il a laissé un bout de côte sur un plaquage de Bernard Leroux. Numéro malheureusement, lui c'est carrément blessé au tendon d'Achille. Voilà, on a été au point de rupture pendant 2 mois. Donc ça a été plus qu'intense. Les joueurs, oui, ils le disent toujours, mais là, ils l'ont encore répété, c'était la préparation la plus dure qu'ils aient jamais vécue. Alors, il y a Bruno Berton qui nous dit « Bonjour messieurs, le 15 de France a toujours brillé pour la Coupe du Monde », ce qui est peut-être un peu moins vrai, notamment pour celle de 2015. La France est une équipe qui joue au pied du mur. On va parler un petit peu du style de jeu. On sait que voilà, il y a des techniciens qui sont arrivés dans ce staff, notamment Fabien Galtier, Laurent Labitte, le préparateur physique, Thibaut Giroud, Nicolas vient d'en parler. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ce soir sur le plan du jeu? Est-ce que voilà, cette équipe de France qui sort d'une préparation extrêmement difficile va d'abord pouvoir tenir le rythme physiquement et ensuite sur le plan du jeu, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Si je peux répondre à ça, sur le plan physique, j'en ai un petit peu parlé. C'était une question pour Simon, mais Nicolas veut... J'étais chaud. Non, simplement sur le plan physique, ça va être un peu juste pour voir les effets. Par contre, ce qu'on est en droit d'attendre, ce que les joueurs ont dit, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de repères, un système beaucoup plus précis. Et ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'organisation sur le jeu au pied, beaucoup plus de précision sur les sorties de camp. Voilà, des petites choses comme ça qui doivent, comme le disait Jefferson Poirot hier, montrer que l'équipe de France a déjà progressé sur le point de vue du rugby
À défaut, le physique, le pic de forme est censé arriver dans un mois pour le fameux France-Argentine, qu'on attend aussi avec impatience. Mais d'abord, on va attendre une progression au niveau rugby. Simon, si tu veux rajouter quelque chose. Ce serait... Oui, c'est ça. Disons que la première mi-temps va être très intéressante parce qu'on est en droit de s'attendre sur cette deuxième mi-temps, comme le disait Nicolas, à un gros coup de fatigue, hein, on imagine, de ces joueurs. Surtout que bon, il fait encore un peu chaud ici, donc il risque d'avoir vraiment un gros contre-coup aux alentours de l'heure de jeu. Mais cette première mi-temps doit être éclairante par rapport au nouveau jeu que Fabien Galtier veut imposer dans cette équipe de France. Comme l'a dit mon collègue Nicolas, ils ont énormément couru. On sait bien que Fabien Galtier a toujours voulu instaurer un jeu de mouvement. Donc on est quand même en droit de s'attendre à des gros changements ce soir pour ce premier match. Alors on a Jérôme, puisqu'on en parle, on a nos internautes qui nous posent pas mal de questions, Jérôme Garraud notamment qui nous dit Doumerou n'avait pas le niveau pour l'équipe de France, hein, il a déclaré forfait, je vous le rappelle, donc jeudi, le nom de son remplaçant devrait être connu demain. On parle vraisemblablement de Virimi Vakatawa, le 3/4 centre du Racing. Alors je ne suis pas totalement d'accord avec Jérémy Garraud par rapport à Geoffrey Doumerou, parce que notamment je crois que le staff actuel avait décidé de faire de Doumerou le régulateur, hein, le leader de l'organisation défensive. On sait qu'il est excellent il est excellent dans ce registre-là. Il est précieux, notamment sur toutes les phases défensives. Est-ce que Nicolas, il y avait une question d'un de nos internautes, est-ce que finalement c'est pas un coup dur quand même de perdre Geoffrey Doumerou là à l'approche des matchs de préparation de cette Coupe du Monde? C'est d'autant plus un coup dur que le staff avait clairement voulu faire de Geoffrey Doumerou un petit peu le patron de la défense du 15 de France, et l'objectif du match d'aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment d'abord de retrouver une assise défensive, d'avoir un jeu au pied cohérent, de bien monter, de récupérer des ballons et d'exploiter des ballons de turnover. Voilà, l'équipe de France a encaissé beaucoup d'essais, beaucoup de points pendant ces 2 dernières années. C'est le premier chantier qu'on veut régler, et perdre le leader de défense juste avant de régler ce chantier, forcément c'est une mauvaise nouvelle. Même si voilà, on sait que Geoffrey Doumerou a une mauvaise réputation, pas franchement justifiée à mon sens, hein, quand on aura une dizaine de sélections comme lui, on pourra autrement parler. Mais, on n'est pas sélectionné par hasard comme ça pendant plus d'un an et demi en étant titularisé uniquement par hasard. Un petit mot Simon, puisqu'on a pas mal de questions, notamment sur l'arrivée de Fabien Galtier. Beaucoup de nos internautes nous demandent si Fabien Galtier est en mesure de révolutionner le 15 de France. Je sais qu'au départ il avait été nommé sélectionneur à partir de 2020, donc pour prendre en main la sélection au titre de sélectionneur, et qu'il avait été appelé en renfort par le président Bernard Laporte pour venir en aide en tout cas au staff actuel. Est-ce qu'en si peu de temps il est capable entre guillemets de révolutionner finalement le jeu des Bleus? Je pense que ça c'est une question qui filerait des cauchemars à n'importe quelle autre nation, parce que les autres nations, quand on compare, elles travaillent avec une telle continuité tout au long de l'année, tout au long des années même. Quand on voit qu'en Irlande, Joe Schmidt, c'est le directeur du rugby irlandais du début du sommet de la pyramide jusqu'au en bas. Voilà, c'est sûr que c'est une situation qui est vraiment vertigineuse. Est-ce qu'il est capable de changer ça aussi rapidement? Peut-être, on aura les premiers éléments de réponse. Je pense pas qu'il va révolutionner et que tout révolutionner, que ce soir on aura une équipe qui jouera de façon radicalement différente, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il reste un certain Jacques Brunel à la tête de cette équipe de France, et que c'est quand même lui qui est en charge du jeu. Donc on est en droit de s'attendre à des évolutions, c'est sûr, mais peut-être pas une révolution. Il n'y a pas d'homme providentiel, je ne crois pas que ça existe. En plus, on n'a que 3 matchs de préparation pour que tous les joueurs jouent. Enfin voilà, ils n'auront pas beaucoup de temps pour se roder. Si on arrive à la Coupe du Monde avec une bonne défense et un bon jeu au pied, ce sera déjà une belle progression. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce match, de ce premier match face à l'Écosse ce soir. Jacques Brunel a livré une composition d'équipe avec quelques surprises, notamment le capitanat qui a été confié à Jefferson Poirot, puisque Guilhem Guirado est malheureusement légèrement indisponible. On va parler évidemment de la 3e ligne avec cette composition aussi séduisante qu'inédite avec François Kraus, Charles Olivon et Grégory Aldrit. Voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. D'abord, il faut se mouiller. Jefferson Poirot, bon ou mauvais choix de la part de Jacques Brunel, Simon? Il est titulaire et capitaine au club, c'est une fonction qu'il connaît bien. Apparemment, moi ce que j'ai apprécié chez lui, c'est sa fraîcheur. Ça a l'air d'être quelqu'un de spontané, d'entraînant, donc je demande à voir, pourquoi pas. Après, j'espère qu'il saura garder de la lucidité quand même, parce qu'un pilier gauche... on sait que Wesley Fofana est vice-capitaine et qui terminera capitaine au cours de ce match. Donc il ne sera pas seul, il y a aussi des cadres quand même dans cette équipe, donc pourquoi pas.
Nicolas, ton avis sur Jefferson Poirot? C'est le seul capitaine qu'avait Jacques Brunel à disposition dans son groupe. Donc le choix, il est logique. Après, il ne fera pas 80 minutes, hein, certainement pas. Donc il y aura d'autres joueurs pour prendre le relais. Voilà, c'est pas une révolution de palais. Hein. Guillaume Guirado va revenir, ce sera lui le capitaine. Pas d'affolement, pas de leçon à tirer de ça. Il fallait un capitaine pour ce match. Ce sera Jefferson Poirot, qui est le seul habitué à tenir ce rôle en club. Voilà, c'est le 90e capitaine de l'équipe de France, quand même, il faut le dire. C'est pas rien. Et bon, on lui souhaite bonne chance. Toujours un bel honneur. Il y a Bruno Berton qui nous demande de parler un peu de cette charnière. On sait que voilà, Antoine Dupont et Camille Lopez, ce sera la première fois qu'ils vont débuter une rencontre tous les deux. Autant il n'y a pas vraiment de surprise finalement à retrouver Antoine Dupont titulaire, autant Camille Lopez titulaire pour ce match peut éventuellement surprendre quand on sait, on va rappeler un peu le contexte, hein, Camille Lopez après le match contre l'Angleterre avait quand même émis quelques critiques vis-à-vis du staff, il avait pris, on va appeler ça un petit coup de frigo, il était revenu notamment pour le match de l'Italie, il n'avait pas apprécié de rentrer uniquement 30 secondes, 1 minute à la fin de la rencontre, l'avait fait savoir au staff et finalement on lui accorde encore cette confiance, c'est plutôt un geste, une main tendue hein, de la part du staff qui n'avait pas apprécié les propos, cette charnière qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est une main tendue déjà, oui, mais Romain Ntamak aussi a eu une fin de saison difficile avec Toulouse, donc c'est pas si logique non plus de voir Camille Lopez démarrer. On lui donne une chance, voilà, à lui de la saisir. Après, comme on en a beaucoup parlé, le jeu au pied sera un aspect fondamental. Camille Lopez a ce pied gauche, c'est quand même une denrée rare dans le rugby français. On espère qu'il saura s'en servir pour trouver quelques diagonales, pour trouver quelques belles trajectoires, et ça va être un aspect très important du jeu. Et c'est d'abord ça qu'on va attendre de lui, oui, cette capacité à nous faire sortir de notre camp et à jouer dans le camp adverse, tout comme Antoine Dupont. Vous connaissez hein, toutes les qualités de puncher, etc. Il doit prouver qu'il peut être un patron, il doit prouver qu'il peut être un stratège, il doit prouver, comme il l'a fait hein, pour ses premières sélections d'ailleurs en tant que titulaire, qu'il était capable d'avoir un jeu assez posé, assez rigoureux, et c'est d'abord là-dessus qu'ils seront jugés, clairement. Richard Stevens qui nous demande, Simon, Dupont numéro 1 au poste de la mêlée, c'est une évidence? Je pense que c'est un joueur, on dit souvent de lui qu'un joueur comme ça, il faut absolument qu'il soit sur le terrain, que ce soit au poste de demi de mêlée ou de demi d'ouverture. Il est mieux à la mêlée qu'au talonnage quand même. Je préfère, oui. Quoi qu'il serait solide au talonnage, c'est pas faux, c'est pas faux. La maille. On n'a pas 100 000 joueurs capables de franchir. Oui, voilà. Casser des plaquages, franchir le premier rideau. Voilà, on ne peut pas se passer d'un joueur comme ça qui a tant d'énergie, qui est si difficile à plaquer aussi. Puis qui a une superbe passe, et voilà, j'espère après qu'il fonctionnera bien avec Camille Lopez. Je voulais juste rajouter un mot peut-être sur Camille Lopez. Il faudra vraiment qu'il soigne son jeu au pied aujourd'hui. Si on vise la victoire, parce qu'on se souvient qu'il avait vraiment connu une finale de championnat de France délicate dans ce domaine, mais face à une équipe comme l'Écosse qui raffole des ballons de contre ou des ballons rendus trop facilement au pied. Il faudra vraiment être précis sur ce secteur. Alors on a parlé de la charnière, on a parlé du premier capitanat de Jefferson Poirot, on va évidemment parler de cette troisième ligne aussi séduisante qu'inédite, on vous le disait, troisième ligne inédite parce que tout simplement François Croze va honorer sa première sélection avec l'équipe de France. Charles Olivon qui est quasiment un miraculé hein, du rugby, on l'annonçait, quasiment terminé pour des blessures récurrentes à une épaule, et puis Grégory Aldrit qui s'impose petit à petit, qui fait son trou au sein de cette équipe de France. Sur le papier elle est séduisante messieurs, mais est-ce qu'elle est complémentaire? On sent la patte Galtier et on sent surtout qu'on se rapproche de ce que voulait faire Guy Novès à son époque avec une troisième ligne, forte de 3 joueurs capables de jouer numéro 8, de jouer après contact, de se faire des passes. Voilà, cette volonté-là, elle est séduisante. Après, on peut y voir aussi une volonté peut-être de piquer un peu Louis Picamol, qui est un joueur qui est surtout excellent quand il est en réaction et quand il a un peu peur pour sa position. Il y a une question là qui est vraiment intéressante, je vous interromps parce qu'il y a Kevin qui nous demande si Olivon a vraiment une chance d'aller au Japon. On va rappeler hein, que Charles Olivon a été placé sur la liste des réservistes le 18 juin dernier par Jacques Brunel, qu'il avait clairement dit que les réservistes étaient là uniquement en cas de blessure, et puis petit à petit le discours a évolué. On a cru comprendre, on a cru deviner dans les propos de Jacques Brunel assez rapidement que ce statut était finalement temporaire et que à tout moment les réservistes pouvaient bousculer la hiérarchie. Alors à votre avis, Olivon, direction le Japon ou non? Je pense qu'il a une vraie chance à jouer. Hein. Il a une carte importante ce soir. Je trouve ça louche que le staff ait changé de discours aussi rapidement en fait. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est les prestations des joueurs qui les ont convoqués, qui les ont bluffés à ce point-là. On sait que François Croze a fait une saison titanesque avec le Stade Toulousain. Charles Lyon a fait un super retour avec le RCT. Est-ce que finalement, quand ils les ont vus à l'entraînement, ils ne se sont pas dit que là ils tenaient des mecs vraiment en forme qui pouvaient leur apporter vraiment
Je crois que Simon tient quelque chose, c'est le fou la poule. Moi je crois vraiment que c'est les performances. C'est la théorie de la fou la poule. je crois vraiment que c'est les performances d'Olivon et Kroos qui ont obligé le staff à se poser des questions, d'autant que parallèlement, Yacouba Camara et Owen Loré ont eu quelques petits pépins. Bernard Leroux, lui, ne peut pas jouer les matchs de préparation parce qu'il est suspendu. Voilà, Charles Olivon, François Gros, ils ont cette capacité de jouer 8 ou 7. En plus, cette polyvalence, elle est super séduisante. Ce qui était déjà arrivé, Nicolas, tu l'as souligné dans un papier d'hier matin dans le Middle, les 3-8, tu avais appelé ça, c'était Guinoves aussi qui l'avait expérimenté en équipe de France. Complètement, et ça avait plutôt bien marché en novembre 2017, ce niveau de passage. Alors cette troisième ligne ce soir, est-ce qu'elle joue une carte importante? Est-ce qu'elle, voilà, on lui donne une chance à cette troisième ligne? Est-ce que si ce soir elle traverse le terrain, qu'elle défend, qu'elle marque des points, qu'elle assure la continuité du jeu, est-ce que voilà, des garçons comme Kroos et Olivon peuvent prendre la place de garçons comme Picamol ou Yacouba Camara ou Wenceslas Loré? Moi j'ai le sentiment qu'ils peuvent marquer beaucoup de points en très peu de temps. S'ils se loupent pas, et que vu que la concurrence est blessée et diminuée, ou même remise en question à l'image de Louis Picamol, j'ai le sentiment que ces trois garçons-là qui ont des profils à la fois complémentaires et qui sont des très bons joueurs sur un plan technique, peuvent marquer beaucoup de points. Ça dépendra aussi de la performance des autres à Murrayfield aussi. Oui, n'oublions pas qu'il y a un match retour en Écosse. Si les titulaires entre guillemets sont très performants, voilà. On sait que Yacouba Camara sera très certainement titulaire la semaine prochaine, que Louis Picamol aussi. Donc bien sûr il faudra faire un point, après c'est au moins ces deux matchs. Avant de développer encore, de revenir sur cette composition d'équipe, on va évidemment parler de la première titularisation en bleu du phénomène Aliveretti Raka. Oui, on se tourne un peu parce que le soleil niçois nous joue des tours. Il y a Laurent Aududien qui nous pose une question. Finalement, qui a le plus à perdre ce soir au sein de cette équipe de France? C'est toujours pareil, c'est les titulaires qui semblent un petit peu installés et voilà. Il faut donner des noms, Nicolas. Qui ce soir a tout à perdre? Typiquement, Max Médard, il passe aujourd'hui comme un titulaire incontournable pour le Japon. S'il fait un mauvais match, on va forcément le remettre en question. Voilà, Camille Lopez a beaucoup à perdre aussi s'il fait un mauvais match. Après, on peut aussi être un peu enthousiaste et se dire qu'ils ont surtout une place de titulaire certain à gagner. Voilà. Surtout que l'équipe d'Écosse qui arrive aujourd'hui n'est pas l'équipe d'Écosse qui a fait match nul à Twickenham. On va en parler après, justement, Nicolas. Il y a quand même de quoi être un petit peu confiant malgré tout. On va évidemment parler, donc on vous l'a dit, de Aliveretti Raka, plusieurs fois annoncé en équipe de France, plusieurs fois blessé au moment où Jacques Brunel annonçait la composition de son équipe. Ce soir, ça y est, le Fidjien passeport français en main sera titulaire pour la première fois. Première cape donc pour le phénomène fidjien de l'ASM Clermont-Auvergne. On a besoin d'avoir votre sentiment. On sait qu'il y a une petite polémique puisque Bernard Laporte, durant sa campagne, avait annoncé ne plus vouloir de joueurs étrangers. Aujourd'hui, Aliveretti Raka est marié à une Française, il a ce passeport français. Est-ce que voilà, il est désormais incontournable ou est-ce que vous attendez de juger sur pièce aussi ce soir? Tout le monde, là il est jugé sur pièce ce soir. Lui aussi a beaucoup à perdre. Voilà, il fait partie de ces joueurs-là dont on va attendre beaucoup, qui doit être le facteur X pour reprendre la fameuse expression, mais dont on sait aussi que, on l'a vu en finale du championnat, que quand il est visé par le jeu au pied des adversaires, il peut être aussi en difficulté. Il doit répondre à plein de questions ce soir, Aliveretti Raka, dont la capacité à s'intégrer aussi à un système défensif qui n'est pas le même que celui de Clermont et auquel il va devoir se faire très rapidement. Et se proposer davantage en attaque aussi, c'est quelque chose que lui a demandé Fabien Galtier, c'est qu'il vienne plus à l'intérieur du 10 pour... se proposer davantage dans la ligne, parce qu'il a cette faculté à casser des plaquages notamment. Après moi sur l'aspect polémique sur sa naturalisation et sur sa... Je suis plutôt mesuré parce que je trouve que toutes les autres nations le font en fait. Voilà, l'Irlande, après, toutes les autres nations n'ont pas un bassin de 450 000 licenciés comme nous, c'est vrai. Mais je veux dire, il n'y a que nous finalement qui nous posons des questions par rapport à ce problème. Il y a un petit mot de Bruno Berton qui nous demande finalement est-ce que sur ce match c'est pas le contenu plutôt que le score qu'il faudra retenir? J'ai envie de lui répondre. Avant que vous disiez oui évidemment c'est le contenu ce soir qui est important, non? Si on gagne c'est mieux. Oui, c'est sûr que c'est dans l'état actuel du rugby français, c'est évidemment préférable d'enchaîner les victoires. Simon, ton sentiment d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que le public est en attente de voir du beau jeu ou est-ce que le public attend de voir l'équipe de France gagner? Bah là c'est franchement je sais pas du tout, tout dépend quel public. Moi ce que je crains c'est que ce soir il y ait énormément d'ambition dans le jeu, mais qu'il y ait aussi beaucoup de fautes de main parce que forcément avec beaucoup de déchets techniques, c'est normal. Déchets techniques, ça il faudra être aussi
il faudra nuancer notre jugement par rapport à ça, parce que tout ne sera pas parfait, bien sûr. Alors on va parler évidemment de l'adversaire, hein. Derrière nous vous entendez les lacs du Connemara, on va pas parler de l'Irlande mais on va parler de l'Écosse évidemment avec Nicolas qui connaît bien cette équipe écossaise. Nicolas, Gregor Townsend, le sélectionneur, nous a réservé une composition un peu inédite, il manque beaucoup de cadres ce soir. C'est la petite spéciale des matchs de préparation en aller-retour avant Coupe du Monde. Quand on va à l'extérieur, on met un peu une équipe réserve, et quand on joue à domicile, on met l'équipe qui se rapprochera le plus de l'équipe type. Voilà, l'équipe type, on l'aura la semaine prochaine avec des joueurs comme Maitland, comme la charnière Russell Ledlow, comme Kinghorn qui va revenir, comme Wilson, le troisième ligne, comme Johnny Gray, comme les piliers W. Pinel et Alan Dell. Voilà, tous les héros en fait, du fameux match nul qu'ils ont décroché à Twickenham, ils sont pas là. Voilà, il manque une douzaine de joueurs, enfin au moins 10 joueurs qui étaient titulaires lors de ce match à Twickenham. Pour une nation comme l'Écosse, c'est pas rien. Ils ont un joueur au centre qui revient aujourd'hui, Duncan Taylor, qui est excellent mais qui n'a pas joué depuis plus de 1 an. Voilà, qui est relancé par Townsend avant la Coupe du Monde en espérant récupérer un impact player. C'est loin d'être la meilleure équipe d'Écosse. Si on gagne largement, il faudra nuancer ce succès, forcément. Et j'ai envie de dire, le contenu sera important, mais contre une équipe comme ça, gagner avec un peu de marge, ça pourrait être quand même pas mal pour le moral. Il y a une question importante, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de l'évoquer, Yann Collin qui nous demande est-ce que finalement les Français vont pas jouer aussi un peu avec le frein à main. Il y a la crainte de la blessure avant de partir en Coupe du Monde. On l'a vu, Geoffrey Doumerou qui est probablement très triste ce soir, qui va suivre le match de ses copains à la télé. On lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement à Geoffrey et on lui souhaite de revenir très très vite à son meilleur niveau. Est-ce qu'inconsciemment pour les joueurs sur le terrain, on peut se retrouver à être un peu frileux dans l'engagement parce qu'il y a cette crainte de la blessure et de rater un événement mondial comme ça? J'ai envie de te répondre comme répondrait n'importe quel joueur. Finalement, c'est quand on commence à craindre la blessure qu'on se blesse. La meilleure solution pour eux, c'est d'y aller à fond. Alors, forcément, c'est très difficile. On parle un peu comme des livres, mais je crois surtout qu'ils ont tous une place à gagner avant de penser à aller au Japon et que dans cette optique, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ce que j'avais. J'étais surpris. Je pensais que Simon allait vouloir ajouter quelque chose, messieurs. On va bientôt en terminer avec ce live sur la page Facebook de Rugby-Rama. Merci beaucoup évidemment d'avoir livré votre analyse. Merci de nous avoir suivis. On ne va pas se quitter évidemment sans le petit jeu des pronostics. On sait que vous aimez ça. Il va falloir que la rédaction de Needle se mouille. Nicolas, ce match, au-delà des intentions, au-delà de la structure de jeu dont on attend beaucoup, un petit pronostic. Un petit 24-11, 24-12 pour la France, ça me va très bien. Très bien. Simon? 26-16. 26-16, mais bon, vous êtes en gros plutôt optimiste pour l'équipe de France et c'est tant mieux. Je vous invite évidemment à rester sur rugbyrama.fr puisque sitôt le coup de sifflet final, vous allez retrouver toutes les analyses et tous les commentaires quasiment au coup de sifflet final de la rencontre. Et puis évidemment lundi matin, des analyses et des commentaires un peu plus en profondeur dans les pages de Midi Olympique, le journal jaune, c'est tout, les bons kiosqués. Mon pronostic, allez, une victoire de l'équipe de France mais beaucoup plus large. Je vois bien une équipe de France marquer bien plus de 30 points et une équipe de France que j'espère séduisante. Donc je crois à cette mini-révolution. On se retrouve évidemment samedi prochain à Édimbourg. On se retrouvera aussi 1h30 avant le coup d'envoi pour évoquer les contours de ce deuxième test de préparation et on se retrouvera évidemment le vendredi 30 août en direct du Stade de France avant le dernier match de préparation. Ce sera France-Italie. Après il sera temps de s'envoler vers le Japon. Pour l'instant on va s'envoler vers l'Alliance Riviera de Nice et on vous souhaite un excellent match à tous. À bientôt. Et allez les Bleus.